Bonsoir, bienvenue au Méliès pour la première du film Nommé, qui est un film qu'on aime énormément, et on a la chance de vous proposer un plateau particulièrement prestigieux ce soir pour la discussion à l'issue de cette séance. Nommé, c'est un film qui a commencé sa carrière festivalière à l'Acide au Festival de Cannes de l'an dernier, et voilà, qui a ensuite parcouru les festivals français notamment, et qui a obtenu par exemple le Grand Prix du Festival international du film indépendant de Bordeaux, voilà, qui est un festival dont nous sommes particulièrement proches. Ce soir, je voudrais remercier beaucoup de gens, parce que c'est une soirée qu'on a organisée à plusieurs. Remercier évidemment nos amis de Rancard au Méliès, qui sont partenaires de cette séance. Voilà. Merci à vous de vous mobiliser sur des cinématographies peu diffusées, puisque le film que vous allez voir est un film qui vient de Guinée-Bissau. C'est assez rare pour le souligner. Je voudrais remercier également Magali de Black Movies Entertainment. Je vais lui laisser la parole dans peu de temps. Voilà. Une fois par programme, on organise des séances en partenariat avec elle et son association sur du, elle en parlera mieux que moi, mais sur du cinéma afro-descendant. Et remercier également Maurou du podcast Ubuntu, qui va enregistrer le débat à l'issue de cette séance. Voilà. Maintenant, je vous présente nos invités. Merci Sana Nada, le réalisateur de Nommé, qui accompagne cette collection. Bienvenue. Il est accompagné de Bineke Umbunke, que je ne vois plus, qui est au milieu de, voilà, vous la verrez tout à l'heure. Welcome. Et voilà, une des actrices du film qui est avec nous ce soir. Et l'historien Hamzat Boukari, voilà, je vous le présente, il interviendra aussi plutôt après la projection et apportera un regard historique sur le film que vous vous apprêtez à voir. Magali, je te laisse la parole avant de passer le micro à Sana pour dire quelques mots, et pendant que je te donne le micro, voilà, je salue Cédric Walter, le coproducteur de Nommé, qui, voilà, et c'est particulièrement courageux de le faire, est aussi le distributeur du film. Donc voilà, merci de le soutenir. Magali, je te laisse la parole. Bonsoir, donc je suis Magali, membre de l'association Black Movies Entertainment. On fait pas mal de projections avec le Méliès depuis quelques années, et notre objectif, c'est vraiment de faire la promotion et aussi assister sur la diffusion des films, des œuvres cinématographiques de cinéastes noirs. Ça a beaucoup d'importance pour nous qu'on puisse se raconter. C'est pour ça qu'on essaye vraiment de mettre en avant des cinéastes noirs, et on travaille avec le Méliès à peu près tous les 2 mois. Et il y a des séances ici, notre ciné-club. On a la chance aussi d'avoir la présence des réalisateurs, ou en tout cas d'un membre de l'équipe du film et parfois un intervenant, et échanger ensuite avec le public, comme on va le faire ce soir. Merci. Merci Magali. Sana, quelques mots avant l'introduction. Bonsoir, je vous remercie d'être venus si nombreux assister à cette séance. C'est la première fois que ça m'arrive en France. Donc je vous remercie beaucoup, mais je remercie d'abord les producteurs qui m'ont invité à cette séance. Je vous souhaite un bon spectacle, et puis surtout j'attends vos questions à la fin de la projection. Bon spectacle. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure à l'issue de ce film. Rebonsoir, merci d'accueillir à nouveau le réalisateur de Nommé, Sana Nada. Accompagné par Bineke Umbunke
que vous pouvez également applaudir. À leur côté ce soir, le producteur du film, l'un des producteurs du film, Olivier Marbeuf. Merci de nous avoir rejoints. L'historien Hamzat Boukari et Magali Zanda de Black Movies. Je vous laisse prendre place. Bonsoir. Je voulais juste vous dire, comme on l'a présenté au début, c'est que cette séance, elle sera enregistrée pour un podcast, Ubuntu Podcast. C'est un podcast sur les thématiques de la sociologie, les arts, la culture africaine et ses diasporas. Donc ensuite, en première partie, je poserai des questions à nos intervenants. Et comme on n'a pas énormément de temps, je vais plutôt privilégier l'échange avec le public. Et comme je disais, comme nous sommes enregistrés, il faudra bien mettre le micro devant votre bouche pour vous exprimer. Donc j'espère que le film, en tout cas, vous a plu. Et on va commencer l'échange. Bonsoir Sana. Bonsoir. Vous êtes réalisateur et vous êtes né en Guinée-Bissau. Comment êtes-vous arrivé au cinéma? C'est un peu hasard. Je suis né au centre de la Guinée-Bissau. Je le connaissais à l'époque, mon village, quand le conflit colonial a éclaté. Donc, ma famille, ma maman nous a pris, tous les 5 frères, pour nous cacher chez les guerrieros. Dans le maquis qui était du côté de notre village. C'était une histoire de quelques semaines, disait-on, le temps de chasser le petit campement de Portugais qui était là, dans mon village. Bon, ça a pris 11 années, pour le pur hasard. Moi, j'ai appris à lire et écrire auprès de prêtres franciscains italiens qui étaient là, dans mon village. Il y avait une école là-bas. Et puis, comme je savais lire, en 1964, Amilcar Cabral a fait un congrès au sud du pays pour commencer à mettre le fondement de nouvel État qui était en construction. La guerre avait fait déjà une année. Alors il a dit que ceux qui savaient lire, que ceux qui savent lire apprennent à lire ceux qui ne savent pas. C'est que quand la Guinée, on était à 99% d'analphabètes. Donc comme ça, je me suis retrouvé dans un village avec devant 19 personnes qui voulaient savoir lire. Ils avaient mon âge à peu près. C'est comme ça. C'était le hasard qui m'a mené là. Et puis à la fin de l'année 60, l'année scolaire 64-65, je me suis retrouvé dans l'impossibilité de me rendre à Conakry pour un stage de perfectionnement des enseignants, parce que j'avais une jambe malade. Alors je me suis retrouvé par un autre hasard dans un hôpital de campagne de Front Nord. J'étais là avec un infirmier qui était là à ce moment. Et puis, Amilcar Cabral est venu nous visiter là-bas avec 3 médecins cubains avec lesquels j'ai travaillé un peu avant de gagner une possibilité de me former à l'étranger. C'était en Union soviétique. Moi, je suis arrivé un peu en retard d'une semaine. Donc, Amilcar Cabral a décidé que dans notre groupe, moi et José Boulama Koubumba, on allait faire le cinéma à Cuba. Un autre hasard, parce que je n'avais jamais fait un film avant. Donc nous sommes rendus à Cuba dans un bateau commercial. Quand on a vidé une soute, ils ont soudé des lits dans l'intérieur de soute. On a voyagé dans un bateau commercial, Conakry, Havane. C'est à Cuba que j'ai vu mon premier film. D'accord. Voilà. Et du coup, vous avez étudié le cinéma à Cuba.
Et selon vous, quelle était l'importance, en fait, par exemple pour Amilcar Cabral, d'envoyer des jeunes à Cuba pour étudier le cinéma? Il y avait une politique de formation de cadres pour le nouvel État en construction. C'était la Guinée portugaise, comme ça s'appelait le pays. Et nous allions fonder un pays qui s'appelle la Guinée-Bissau actuellement. Alors il fallait créer le cadre pour ça. Amilcar Cabral était un des 5 universitaires qui avait le pays à l'époque. Il était le premier agronome du pays. C'est lui qui a organisé le maquis et tout. C'est lui qui nous a formés, il a induit tout ce que nous avons fait. Moi, je suis pour le produit de cette lutte-là. Donc, il a formé des gens pour l'agriculture, l'agronomie, l'agriculture, l'économie, la médecine, etc. Nous étions 4, Josephine Crato, José Bolama Kobumba, Flora Gomez et moi. C'est à nous qu'on a envoyé pour faire le cinéma à Cuba. Donc nous avons appris le cinéma à l'ICAIC, l'Institut cubain des arts et de l'industrie cinématographique. Donc c'est là qu'on a appris le cinéma dans le temps, en pratique. Et quand vous êtes revenu du coup en Guinée-Bissau, vous avez filmé en étant directement au maquis? Oui, nous avons été aux actualités sénégalaises sous la direction de Paulin Vieira, un béninois qui était là-bas. Et nous avons vu que dans cette actualité sénégalaise, il n'y avait pas de budget pour notre spécifique travail. Donc on chômait un peu, on faisait des fuites le week-end pour aller faire des photos dans le maquis. Finalement, quand le PGC a eu l'armement pour commencer à abattre les avions portugais, l'avion militaire, ils avaient le domaine de l'air. J'ai été convoqué par le futur Premier ministre pour aller faire des photos des avions abattus là-bas. Et nous avons profité pour ne plus revenir aux actualités sénégalaises. Donc nous avons pu filmer les 2 années de guerre avant la fin du conflit. Donc je suis le produit de l'idée d'Amilcar Cabral de former des gens pour filmer le processus de la lutte pour l'indépendance. Je suis de ces 4 personnes-là. Maintenant, il reste Flora Gomez et moi. Les autres sont décédés. Nous avons travaillé avec un autre jeune qui a été formé aussi, cette fois-ci dans une école de cinéma normale, qui s'appelle Souleymane Biaye. Il travaille avec nous. Donc on est 3 qui travaillons sur ce domaine depuis 1972. Et on nomme souvent ce type de cinéma un cinéma décolonial. Pour les différentes réalisations que vous avez faites, c'est souvent des documentaires avec ces images de guerre. Il y a également des courts-métrages, notamment Nommé, qui est le 3e long-métrage, qui est un 3e du coup long-métrage et qui est une fiction. Pourquoi, pour ce film-là qui s'inscrit dans ce contexte de guerre de libération, vous avez opté pour une fiction et pas pour un documentaire comme ça a été fait par exemple précédemment? Nous avons commencé à tourner la première fois le 12 septembre 1972 à Conakry pour l'inauguration d'une exposition sur les 8 années de guerre en Guinée-Bissau. Cette exposition a été inaugurée par Amilcar Cabral en présence de Sékou Touré et le corps diplomatique, et notamment avec Myriam Makeba, la chanteuse sud-africaine qui était là. C'est la première fois que nous filmions vraiment. Moi, ce jour-là, je faisais l'image et Flora faisait le son. On s'est renforcé après. Donc c'est la première fois que nous filmons, c'était en 1972. Mais nous ne pouvions pas voir ces images-là parce qu'il n'y avait pas de laboratoire. Personne n'a vu les images qu'on faisait pendant tout le long du conflit. Les 2 années que nous avons filmé, de 1972 1974, nous n'avons jamais vu nos images. Nous laissions tous, nous étions au front, à chaque 3 mois, moi je faisais mon déplacement, je couvrais le front nord et le front l'est. Tous les 3 mois, j'allais à Conakry, j'apportais les pellicules exposées, je les laissais à la direction du PGC. C'est le parti qui se chargeait de trouver quelqu'un
pour développer ces images-là. Mais nous n'avons jamais vu nos images avant 1976, après l'indépendance. Nous n'avons jamais vu ça. Il y a des images, à moi, qui sont encore en Algérie, que je n'ai jamais vues. Je n'ai jamais récupéré ceux qui sont à Moscou. Donc, il y a les images que nous avons pu voir, c'est les images que le gouvernement suédois a fait développer à Stockholm. D'accord. Et pour nommer, donc c'est une fiction, et dedans il y a également des archives donc, qui ont été réalisées durant la guerre. Mais pour ce film précisément, pourquoi la fiction et pourquoi être focalisé, enfin, pourquoi ce titre Nommé, puisque en fait dans le film donc il y a Nommé qui est mis en avant, il y a également le personnage de Binété, sa maman et le petit garçon Rassi. Et pourquoi c'est son prénom Nommé qui porte le film? Donc nous avons tous fait, toutes ces 2 années de guerre, nous avons fait de films, nous avons documenté le processus, c'est-à-dire la vie dans les zones contrôlées par le PIGC, la guérilla, le maquis, et les attaques aux camps fortifiés des Portugais, les embuscades, les attaques dans les bateaux, contre les bateaux, les bombardements aériens, l'abattage des avions et tout. Nous avons perdu beaucoup de matériel parce qu'après la guerre, quelqu'un a pris nos archives, il a vidé l'espace où était notre salle de montage. Quelqu'un a vidé cet espace-là pour faire autre chose, pour faire une agence de presse. Alors nous nous sommes retrouvés avec notre matériel dans un hangar où il y avait beaucoup de poussière, il y avait de pluie. Nous avons perdu quelques 60% de notre équipement. C'est ce qui en reste. Avec les autres images que d'autres gens ont filmées, les Anglais, les Français, les Cubains, les Italiens, qui ont filmé nos archives aussi. C'est ce que le résultat de tout ça que vous voyez dans le film. Mais le script du film comprenait des espaces pour mettre les images d'archives. C'est conçu pour ça. Mais j'avais pensé, au début, à la fin de la guerre, j'avais conçu une idée de faire un film en 3 étapes. La première étape, comment chaque famille guinéenne de ma condition, par quel truchement ils se sont retrouvés en pleine guerre, qui était très dur comme ça. Et puis j'avais conçu un autre film pour montrer vraiment la dureté de la guerre, le sacrifice, les morts et tout ça. Mais je ne pouvais pas faire ça, je n'ai jamais pu faire ça parce que c'est trop cher. Il n'y a pas de politique de production de films dans mon pays. Tous ces films qu'on voit sur la Guinée-Bissau, c'est notre initiative, notre idée, mais on va trouver le fonds pour le produire à l'étranger. Donc c'est comme ça. Et puis, le temps passant, voyant ce qui va devenir la Guinée-Bissau aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu et ce qu'on pensait avec Amilcar Cabral qui nous enseignait la direction à prendre. Mais je me suis dit, je me demande vraiment, est-ce que c'est pour ça qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu? Donc, le film que vous voyez, c'est la fiction, bien sûr, mais c'est des choses que j'ai pu observer, que moi-même j'ai vécu, que j'ai entendu les guerriers dire. Des choses que j'ai vécues moi-même, par exemple, le rôle de l'infirmière. J'ai fait ça, l'accouchement, j'ai trouvé ça, j'ai pu assister à une dame qui était mourante. Il y a des choses comme ça que j'ai vécues, mais que j'ai fictionnées. Donc ce n'est pas une invention à moi. On peut parfaitement dire que c'est un documentaire, ce que j'ai vu. J'ai filmé ce que j'ai documenté pendant la guerre. Mais c'est conçu à partir de là. D'ailleurs, Amilcar Cabral nous disait, on n'a pas besoin d'inventer une histoire, elle est là. Le film commence avec une vue, il me semble, sur le jeune homme Rassi, qui, lui,
perd son père, qui était un joueur d'un instrument qu'on appelle le bombolo. Et on entend au fur et à mesure que le film avance beaucoup cet instrument-là, notamment pour signifier des attaques. C'est un outil de langage. D'abord, je ne vais pas répondre la signification du nom du film. C'est vrai. Ouais. Donc, ça veut dire, nom, ça veut dire prénom de quelqu'un. Donc, quand on a le même prénom, au lieu de nous appeler par le prénom, on se dit homologue. Nom veut dire homologue. Donc, ces gens-là, les jeunes que vous voyez, ils se sont retrouvés là. Chacun venait de son horizon, de son côté, ils se sont retrouvés dans la lutte. Alors, ils avaient les mêmes intentions, apparemment. Donc, ils se sont découverts que le nom est en créole. C'est la même chose en Peul, qui s'appelle, en Peul, c'est une langue de Guinée-Bissau, en Afrique occidentale. Il s'appelle Togara en Peul, il s'appelle Toé en Balande, il s'appelle le To en Mandeng. Le To, quand il n'est pas content, il se dit Totala. C'est celui qui n'a pas de nom. Donc, ils se sont retrouvés là par hasard. C'est pour dire, chacun de nous avait ses raisons d'être là. On s'est retrouvés là, on a décidé qu'on va libérer un pays ensemble. On était d'accord. Jusqu'au moment où on a l'indépendance. Et puis maintenant, que faire? Chacun a découvert sa nouvelle vocation. Donc c'est pour la lutte, on s'était organisé ensemble, tout allait bien. Maintenant qu'il y a l'indépendance, on s'entend plus. Notre pays s'est ouvert une guerre civile en 1998. On s'est massacré avec les armes que les soviétiques nous avaient données. On a utilisé beaucoup plus ça contre nous-mêmes, davantage que contre les Portugais. Donc on a gâché tout ce qu'on avait conquis ensemble. Donc la question est que est-ce que on a tout ça on a fait pour se retrouver là où est le pays. Le pays est maintenant très en bas. Donc la question de la dernière. Oui, enfin je vais d'abord rebondir sur cette oui, la deuxième question c'est le bombolo. La film s'amorce par là. Le jeune garçon, il a perdu son père. Et son père était quelqu'un, le bombolo c'était un moyen de communication dans le village. C'est pour faire des événements, pour annoncer les morts et pour faire la fête aussi. Au début de la mobilisation pour la lutte dans mon pays, les jeunes utilisaient le bombolo pour convoquer des réunions avec les activistes du PGC dans le village, dans la brousse, en fin de journée. C'est la même chose que ce qu'on entend là. C'était pour tromper la police portugaise, la police politique portugaise. Alors quand ils entendent en fin de journée les gens qui jouent au bombolo, ils pensent qu'on va les danser. Parce que les Africains sont supposés passer leur vie très contents à danser tout le temps. C'était pour leur tromper. On faisait la convocation avec des corps d'antilope, ou alors on faisait ça au bombolo. Quand ils entendent ça dans le camp, ils pensent qu'ils vont les danser encore. C'était les activistes du PGC qui avaient fait la réunion pour la mobilisation pour la lutte. C'est ce que j'ai reproduit là depuis. Je vais en venir au casting. On a avec nous Binété qui joue le rôle de Nambou. Comment s'est passé le casting et comment avez-vous appréhendé ce rôle? La plupart des gens qui sont dans le film, c'est les gens qui viennent de théâtre. C'est des amateurs, sauf Nambou, qui est une actrice connue au Portugal, que j'ai connue à la veille où on va tourner. Et elle n'était pas là quand on faisait la répétition, d'ailleurs elle n'en a pas besoin. Donc,
Le personnage, c'est pour... c'est encore des choses que j'ai vues. Un jour, j'ai transporté des malades pour aller à la frontière du Sénégal. J'avais 9 blessés. Donc, on a entendu, dans la route, on entendait des coups de feu tout près. Il fallait descendre tous les malades qui étaient portés à la tête. Il fallait descendre tout ça pour vérifier ce qui se passe. Quand on a découvert quelqu'un, une dame qui était en train de donner à commander. Elle était en train de voir le bébé, mais le tir entre eux, tout ça, je l'ai trouvé évanoui. Il n'y a personne pour l'assister. On m'a appelé pour aller voir. C'est comme ça que j'ai découvert ça. J'ai dû faire le travail, pour achever le travail que j'ai trouvé là en fait. Donc ce personnage-là, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai pensé à faire ça. Et moi, j'ai été bien servi au-delà de mon espérance. Voilà. Donc, j'ai dû chercher beaucoup pour le repérage. J'ai dû chercher en bois la forêt qui ressemblait à l'endroit où j'ai découvert ça. Ça a pris beaucoup de temps. Ça, je peux confirmer, ça a pris beaucoup de temps. Le président ne m'a pas aimé. Non, parce que c'est pour rappeler que, comme le travail de Sana, je voulais rajouter quelque chose là, parce que je trouve que c'est assez important pour comprendre comment on a travaillé. Et comme vous le comprenez, cette fiction, elle est construite aussi sur des réminiscences, sur des images. Et quand on fait un repérage avec une équipe en Guinée, avec tout le monde, et qu'il faut dans la brousse trouver l'arbre qui correspond à peu près au seigneur de Sana, l'équipe était un peu fatiguée. Au bout du 10e arbre, et qu'on a trouvé un arbre incroyable, parce que c'est vraiment des arbres très très beaux. Mais c'est vrai qu'avec Sana, même dans toutes les scènes, au-delà de tout ce que ça nécessite, bon, voilà, des équipes, des cadreurs, du son, dans les températures, des taux d'humidité, qui fait que quand on a fini la journée, on est content d'avoir une douche. Et c'est vrai que Sana au plateau, c'est aussi toujours entre la mise en scène de ce qui se passe, mais aussi les souvenirs qui jaillissent au quotidien. Et cet arbre-là, je sais que ça a marqué un peu tout le monde quand on cherche l'arbre en question. L'assistante m'en a reparlé très longtemps après, de l'arbre de Sana. Donc l'enfant devait reprendre le métier de son papa. De construire un bonbon pour le choro, on a construit trois bonbons avec des tons différents, de grandeurs différentes. Ça se passe dans la brousse, mais personne ne doit voir ça. Ça prend des mois. Ça nous a pris pour faire le temps que la gestation de l'enfant de Nambou, le temps de faire 3 bonbons, ça prend normalement 3 mois. Et la gestation, 9 mois, ça donne le temps. Et puis l'enfant, il doit jouer le choro de son papa. Mais ça se passe à 3 bonbons, c'est une vraie histoire, ça a un langage à part. Il faut l'apprendre, le langage, il faut l'apprendre. Pas tout le monde, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est comme une initiation un peu? Oui, justement, les choses importantes se passent. Pour changer le stade de la vie, on doit passer par une initiation. On n'a pas le droit de savoir tout en même temps. Mais quand on sait, on ne peut pas en parler. Donc le bonbon, il a son langage. Oui, mais elle sert, c'est pour la communication, tout le monde peut entendre. Mais pour jouer le choro, il faut un langage à part, avec les mêmes bonbons. Donc l'enfant doit reproduire le métier de son papa. Et quand il va jouer ça, c'est la guerre qu'il va annoncer. Alors, le bonbon nous sert cette fois-ci pour communiquer. Il signifie ça. Il initie, il débute un choro avec un langage que seulement quelques initiés comprennent. Mais tout le monde sait que c'est le choro. Le choro, c'est le dédoiement. C'est le mot qui existe en français. Dédoiement. Enlevez le deux. Faites le deuil. Voilà. Merci. J'avais une question pour Binété. Comment s'est passé le tournage pour vous et est-ce que vous aviez déjà joué
dans un film où le contexte était, est concerné en fait la guerre en Guinée-Bissau, puisque c'est pas quelque chose que vous avez vécu. Qu'est-ce que ça vous a fait de jouer aussi dans un film qui parlait de cette guerre? It's difficult because, as you said, it's something that I haven't lived, but it's something that you can still like. It kind of vibrates in the country, and people talks about it. C'est difficile que c'est une chose, comme vous l'avez dit, que je n'ai pas vécu, mais c'est quand même une chose qui a un écho, qui continue à être vivant dans le pays, et à la fois dans sa vie et dans le pays en général. And I grew up listening stories about the liberation. J'ai grandi avec beaucoup de ces histoires, donc c'était aussi quelque chose d'assez fort en fait de devoir jouer ce rôle, et particulièrement avec Sana qui lui avait vécu en fait cette période. Ce qui était aussi assez fort, c'est de voir combien dans le travail de direction qu'il faisait avec nous, il était à chaque fois en train de revivre en fait des choses qu'il avait vécues. C'était comme ça une forme de direction très présente. On était vraiment dans le présent d'événements qui s'étaient déroulés, que moi j'avais pas vécu, mais que lui revivait en quelque sorte, remettait, réanimait sous nos yeux. J'avais aussi une question pour les personnes de sa génération, en tout cas en Guinée-Bissau. Est-ce que c'est une histoire qui est racontée, par exemple, au niveau pédagogique, l'éducation? Est-ce qu'il y a vraiment un parcours de... Est-ce qu'on répète beaucoup l'histoire? Est-ce qu'on raconte, on apprend l'histoire de la guerre d'indépendance? Tu veux dire au niveau de l'école, par exemple? Oui, au niveau de l'école, par exemple. So, regarding Guinée-Bissau, donc moi je suis né en Guinée-Bissau, mais j'ai grandi au Portugal et j'ai fait mes études là-bas. Donc si je devais parler en fait de la guerre à cette époque-là, je parlerais plutôt de la perspective, de la manière dont les Portugais la racontent. Et donc je ne pourrais pas parler du point de vue guinéen. Par contre, moi je me suis éduqué en fait à la guerre à cette période-là en lisant beaucoup et aussi en regardant toutes les images qui circulaient autour de la guerre. Donc il y a quand même pas mal de matériaux qui circulent. Et voilà. Mais donc c'est quand même depuis une perspective du Portugal où Guinée a grandi. Peut-être ça, tu pouvais redire un mot sur le système éducatif guinéen quand même pour savoir s'il y a une transmission ou pas de la guerre. Oui, au début, les années 74-80, les 6 premières années de la victoire, de l'indépendance, il y avait une discipline dans les écoles publiques où on parlait de la formation militante. L'histoire qui parlait de la période, grosso modo, de 1950 jusqu'à 1975. Cette période qui couvrait la lutte pour l'indépendance. Ça s'appelait formation militante, la formation militante. Puis après l'ouverture politique et économique de 90, il y a eu l'ouverture politique, parce qu'il y avait le parti unique. Quand il y a eu l'ouverture politique, il y a eu beaucoup de partis politiques. Maintenant, il y en a même 54 partis politiques légalisés. Donc, ils ont trouvé que ça faisait la part belle à l'histoire du PGC, la période 50-74, que ce programme-là d'éducation faisait trop la part belle au PGC. PGC qui est le parti... le parti qui a conduit le pays à l'indépendance. Alors, ils ont bloqué. Maintenant, on n'essaye plus rien. Ils ont topé ce programme-là, mais ils n'ont rien mis à la place. Donc, c'est fini, on n'en parle même pas. Maintenant, les jeunes ne connaissent rien de cette période-là. On en est là. Donc, on avait des gens qui sont innovateurs, connus, comme le Brésilien Paulo Freire était venu à Bissau pour ça. Les Chinois étaient venus pour nous apprendre l'agriculture. Ils ont vu la connaissance des Guinéens, les paysans guinéens. Ils ont renoncé, ils ont dit non, rien à apprendre aux paysans guinéens, comment cultiver le riz. Les Chinois sont partis, mais Paul le frère a commencé à implanter une façon d'enseigner aux gens, une façon innovante de faire les gens de l'alphabétisation des adultes et tout. La voiture politique a cassé ça.
Maintenant, le niveau d'éducation, pour le frère ou non, le niveau est très bas en Guinée-Bissau. Bon, il n'y a pas que ça. Le pays va très mal. Bon, je m'excuse, mais je ne peux pas arranger ça avec le film. Le film va contribuer un peu à faire le zoom sur un secteur déterminé, une direction, mais le film ne fait pas la sociologie, l'éducation, l'économie et tout ça. On peut focaliser un seul point que je trouve que ça va mal. Mais je ne suis pas sûr d'avoir raison. C'est déjà un outil, le film. Pas, ça ne fait pas tout, mais c'est déjà un outil. Donc je vous en remercie. Bon, ça vaut la peine. Hamzat, vous êtes militant, historien et également auteur, notamment de certains ouvrages, notamment Africa Unit, l'histoire du panafricanisme. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être rapidement du PAIGC, de son leader et de la force qu'ils ont eue pour la libération de la Guinée-Bissau? Oui, alors, très rapidement, le PAIGC, en tout cas l'histoire de la Guinée-Bissau, l'histoire de l'indépendance de ce pays est intéressante, parce qu'en fait, c'est deux pays, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, qui ont été libérés dans le cadre d'une même lutte, portée par la figure d'Amilcar Cabral, qui à la base est ingénieur agronome. Ça aussi, je pense que c'est très intéressant. Donc, c'était quelqu'un qui était très ancré dans la terre, dans le monde rural, et qui va faire ses études au Portugal, revenir ensuite et tourner dans les différentes colonies portugaises. Donc, dès le départ, la libération de la Guinée-Bissau, elle est connectée au Mozambique, à l'Angola, enfin à tout l'empire colonial portugais. Et elle s'inscrit aussi dans le contexte d'une lutte menée par des élites. C'était souvent des hommes et des femmes très éduqués, des scientifiques, des humanistes, très lettrés. Et ça va donner, je pense, au niveau de la Guinée-Bissau, le meilleur mouvement de libération de toute l'histoire de l'Afrique. Cabral, je pense qu'il n'y a pas de figure plus intéressante à étudier, parce qu'il va mener une lutte de libération armée et en même temps mettre la culture au premier plan. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'on voit justement comment le peuple vivait cette guerre de libération, et la question des zones libérées, dans lesquelles il introduisait tout de suite les écoles, les dispensaires, en fait tout ce qui permettait en fait au peuple de toucher concrètement l'indépendance qui arrivait. Cabral était aussi une figure très intéressante, parce qu'il était très diplomate. Il savait parler plusieurs langues, il parlait français, et il avait compris que pour combattre le colonialisme portugais, il fallait toucher certaines cordes sensibles et mener une vraie campagne à destination également de la population portugaise, puisque à cette époque-là, le Portugal était une dictature. En plus du colonialisme, qui est une forme de dictature, qui est un crime que d'ailleurs le PAIGC a fait reconnaître au statut de crime comment dire, condamné, ce qui a permis en fait au PAIGC d'être considéré comme un véritable gouvernement en exil. Eh bien, il a su également toucher la population portugaise. Et c'est en cela qu'on dit souvent que la lutte de décolonisation a elle-même décolonisé le Portugal, avec la révolution des œillets. Un dernier élément, alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur Cabral, hein. Il y a un petit ouvrage que j'ai écrit, enfin j'ai préfacé, qui en parle. C'est le fait qu'il a été assassiné en janvier 1973. Alors l'indépendance était déjà dans les tuyaux, mais elle n'était pas encore officielle. Et en éliminant Cabral, je pense que c'était le point de départ de tout un recul de son projet d'indépendance qui combattait dès le départ le néocolonialisme. Cabral disait qu'il faut lutter, mais il faut surtout lutter entre nous, et que l'unité est toujours un horizon. Il n'y a pas d'unité totale, il faut toujours lutter pour l'unité. Et c'est ça, je pense, qui est très intéressant, c'est que dès le départ, il avait identifié que les formes de domination coloniale risquaient de se reproduire au sein même d'une certaine élite, de ce qui allait devenir une bourgeoisie compradore, et de faire de l'indépendance un échec. Donc je pense que c'est dans le combat de libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, le combat principalement eu au niveau de la Guinée-Bissau, c'est également une guerre de guérilla
qui, je dirais, va se répercuter dans le fait que, dans la continuité des régimes et des hommes au pouvoir, ce seront d'anciens combattants de la guerre de libération, et qui vont reprendre un peu ce modèle malheureux, en fait, des révolutionnaires qui deviennent des hommes d'affaires. On va retrouver dans quelques autres pays qui ont mené justement ces lieux de libération armée. Et Cabral, je pense qu'il avait vraiment tout l'arsenal pour aller contre ça. Et pour moi, pour terminer, il est vraiment beaucoup plus intéressant que Sankara, Lumumba, etc. Parce que, à l'instar de Nkrumah, il a été assassiné à presque 50 ans. Et donc, il avait atteint une maturité politique que les Lumumba et les Sankara n'ont pas atteint. Et c'est en ça qu'il était extrêmement dangereux pour le système impérialiste, hein, puisque le PAIGC, les Bissau-Guinéens, les Angolais, les Mozambicains, quand ils combattaient le Portugal, en réalité, ils combattaient l'OTAN, puisque c'était les États-Unis qui étaient derrière la machine de guerre portugaise. Merci. Je vais donner la parole au public. Il y a des questions. Oui, bonjour. Et merci beaucoup pour votre film. En voyant votre film, ça m'a rappelé une situation que nous, on a un peu connue au Cameroun. Et donc, moi, je suis originaire de la région du littoral. Donc, nous avons payé un lourd tribut à la guerre. Mes oncles et tantes, ils étaient en maquis. Ils vivaient justement dans les forêts, comme vous avez montré là. Et au jour d'aujourd'hui, les anciens n'en parlent pas, parce qu'il y a une mémoire traumatique qui est présente, d'autant plus que l'histoire n'est pas enseignée. Et donc, moi, j'ai eu quelques bribes d'histoire par quelques membres de la famille. Mais qu'est-ce qui fait qu'au fond, les gens qui ont hérité du pouvoir n'étaient pas foncièrement ceux qui se sont battus vraiment et ceux qui le voulaient? Cabral disait on luttait contre le colonialisme en Guinée-Bissau, mais on ne luttait pas contre le fascisme au Portugal, que c'était l'affaire des Portugais, des patriotes portugais. Il prenait soin de dire qu'on ne combattait pas les Portugais, la population portugaise. On combattait le soldat colonial portugais de Guinée-Bissau. Il a dit, lui, Cabral, il s'est dit, il se contente d'aider à résoudre le problème de chacun de tous les jours. Les idéologies ne l'intéressaient pas. Si on pouvait le qualifier de communiste, de socialiste, je ne sais pas quoi, ça ne l'intéressait pas. Il voulait aider à résoudre le problème des gens ordinaires. Il lui disait aussi, le colonialisme, l'exploitateur, il peut être blanc, ou européen, ou noir guinéen. Alors on le combattait de la même façon. Donc, il a eu raison de dire que c'est le Portugais de libérer, c'est de dégager le fascisme portugais. Et le mouvement qui a fait le 25 avril, le coup d'État au Portugal, ça s'appelait le mouvement des capitaines. Elle est surgie en Guinée-Bissau. Les capitaines, ce sont des gens qui mènent des compagnies, des troupes portugaises pour aller nous combattre dans les zones libérées. C'est-à-dire que chaque capitaine ou lieutenant pouvait commander 122 hommes, une compagnie de troupes. C'est ces gens-là, quand ils sortaient de leur camp fortifié, la nuit, ils étaient à la mercé de nous, à notre mercé. La nuit. Le jour, il y avait l'aviation avec. Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose pour abattre ces avions-là. Les capitaines et les lieutenants, les officiers, ceux qui ont fait le mouvement qui a fait le 25 avril au Portugal, ils connaissaient ce qui se passe sur le terrain. C'est ceux qui ont pris l'initiative d'en finir avec le fascisme au Portugal, comme Cabral disait. C'est leur affaire. Nous, on combat le colonialisme portugais en Guinée-Bissau. Donc, nous, on a entendu parler de Umniobé. On connaissait un peu ça. On connaissait les Ghanéens, on commençait par nous former les infirmiers. Et Sékou Touré nous a aidés. Senghor aussi.
les gens comme le Maroc, le premier arme que nous avons reçu pour la guérilla en Guinée-Bissau passèrent par le Maroc. Ils sont venus de la Tchécoslovaquie, ils sont passés par le Maroc. Donc on a remercié tous ces gens-là. On les connaissait, ça fait longtemps. Mais notre méthode, la méthode de Amilcar Cabral, qui dit que nous ne pouvons pas faire les guérillas comme en Chine. En Guinée-Bissau, il n'y a pas de montagne. On ne peut pas faire la guerre comme à Cuba, même si le Che Guevara est passé par Conakry. Amilcar lui a dit il faut que ce soit nous qui meurent, qui combattons, que nous meurons pour notre pays, pour connaître la valeur de l'indépendance. Sinon, si les gens étrangers viennent nous aider, on n'aura pas vu la vraie valeur de notre indépendance. On ne pourra pas le défendre. C'est ce qui se passe maintenant là. Ceux qui ont maintenant, ils ne savent pas d'où ça vient. Peut-être qu'ils sont de bonne volonté, mais ils n'ont pas ressenti ça dans leur peau. Merci. Alors je vous invite à poser des questions assez courtes. On va en prendre deux autres, mais on n'aura pas beaucoup plus de temps. Bonsoir Sana, moi je suis d'abord, je suis de la Guinée-Bissau aussi. Je vais juste faire un prolongement de ce qu'est le film La lutte à la libération, parce que moi je suis né au début de la lutte à la libération, et après l'indépendance, je suis dans notre groupe et on a rencontré Sana. C'est quelqu'un de très réservé et quelqu'un qui est très concentré dans ce qu'il faisait à l'époque et tout ça. Et la lutte de libération, comme il a expliqué la dernière partie que je vais renforcer, sur les Portugais qui étaient à Bissau, parce que Bissau était considéré comme la zone zéro. C'était un parti très dangereux aussi, qui avait un autre monsieur aussi, que, bon, on ne parle pas beaucoup, qui s'appelle Rafael Barbosa. Rafael Barbosa, c'était quelqu'un qui a travaillé directement avec Amilcar Cabral. Et c'est lui qui faisait les mobilisations de jeunesse, des gens qui sont à Bissau pour adhérer à la lutte de libération. Et tous mes voisins qui étaient partis pour la lutte de libération, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont encore vivants, Sandy Fati, Balanto Dabo et des autres que Sana connaît très bien. Et donc Guinée-Bissau, c'était un ensemble, tout ce qui se passait, si on prend l'exemple du Cameroun, comme elle a dit la dame, mais ce qui est important dans tous ces films, c'est que je ne vois pas un film comme on fait d'habitude. Cette film exotique d'Afrique, des gens twist à Bamako, des trucs comme ça. On est dans un profondeur, parce que je connais, des fois nous on était petits à Bissau, on portait le message. Parce que comme on est petit, les grands ils nous utilisaient. On porte le message pour les gens et tout ça. Et tous ces gens qui ont fait la révolution des Zouillés, moi je le connaissais à Bissau. Le général Ton Spinola, Galvon, tous ces gens qui étaient à Bissau, je l'ai vécu parce que j'ai habité à Roue des États des Andes. Et tout passe, il y a le lycée qui est aujourd'hui le lycée Kwame Nkrumah. Et tous ces gouverneurs, c'était le gouverneur de Portugal, Spinola, il habitait à côté. Donc c'est une offre qui va rester. Et moi, j'ai regardé le film, j'ai voyagé, parce que je connais beaucoup de choses qu'il a comme il a dit, c'est pas en fiction. C'est un témoignage, mais qu'il arrive à sortir de sa mémoire avec une force incroyable. Parce que là, j'ai regardé le film, j'avais des émotions très fortes, parce que je vois, parce qu'il y avait d'autres mouvements qui sont nés à Bissau pendant la lutte de libération, c'était le mouvement musical. Il n'y avait pas de musique en Guinée-Bissau à l'époque. Enfin, quand je dis la musique avec la guitare, le basse, la batterie, tout ça. Donc, tous ces gens qui ont commencé le mouvement musical, comme Yana Diaz, Karl Schwartz, qui est le père de monsieur qui a fait le film pour la musique, pour le film en fait. Et des fois, il répétait dans ma chambre. Moi, mon frère, il faisait partie de ce mouvement, Ernesto Dabo. Et des fois, ils répétaient dans ma maison, moi je suis là, ils sont là, et j'écoute. Et c'est comme ça que je vais rentrer dans la musique. Et après,
toute l'histoire, les premiers livres des manuels politiques d'Amilcar Cabral. C'est dans cette répétition qu'on a eu avec mon frère, on lisait, c'est comme ça, on est rentré en contact, parce que tous les villages de mon père et de ma mère étaient déjà les zones libérées, donc on ne pouvait pas. Et donc je dis merci encore, Sana, pour faire cette film qui va rester la mémoire pour les générations des gens qui vont venir pour savoir ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment une histoire qu'il a racontée de ce qui s'est passé. Je dis encore merci. C'est moi. First of all, I'd like to say thank you very much to Madame Odonkwe. Excellent, excellent, excellent work. Thank you. Après, je demande à Monsieur Nada, le nom Bouini, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Bouini, ça veut dire un don qu'on m'a fait à moi. Un don. C'est en langue malande. D'accord, mais merci. C'est la même tradition en Diodada, en créole. Ok, j'allais juste dire très rapidement, je vais essayer de dire en moins d'1 minute, l'image de ces 3 femmes. On est le mois de la femme. Ça devait être toute l'année, mais ce que je vois là, la marche du montre, c'est le présent, le civil, le passé, le militaire, le produit, l'avenir. Bouini pour président. Merci. Merci beaucoup. Présidente. Merci. Présidente. Oui. Du coup, bonsoir. C'était juste pour savoir, est-ce que vous envisagez éventuellement de projeter le film dans d'autres villes? Parce que je sais que moi, je viens du 7-8, et il y a beaucoup de gens à qui j'ai découvert ce film-là, que c'est sorti hier. J'étais un peu dans les toilettes, désolé, mais c'est là-bas que je l'ai découvert. Mais il y a beaucoup de gens dans mes réseaux sociaux qui sont intéressés pour venir, et lorsque j'ai dit c'était à Montreuil, ils m'ont dit, ah ouais, c'est compliqué. Est-ce que du coup, vous envisagez vraiment de projeter ce film dans d'autres villes ou pas du tout? Ou là où il y a beaucoup de communautés guinéennes aussi qui sont là-bas, et je pense que ça va forcément les intéresser. Il faut aller voir au cinéma local, il faut vraiment leur mettre la pression. Je peux trouver une solution pour ça. Il y a déjà des dates prévues. Ah, regardez chaque semaine sur Allociné. Il y aura des dates en semaine 3 et en semaine 4. Regardez sur Allociné, elles apparaissent généralement une semaine avant, mais il y a des projections prévues. Oui. Pas dans d'autres villes, mais il y en aura certaines. Et donc, voilà, aujourd'hui c'était le soir de la sortie du film qui sort dans plusieurs cinémas à partir d'aujourd'hui. Et ensuite on étendra, et ça dépend beaucoup de vous, de votre capacité aussi à mobiliser autour du film dès cette semaine dans les salles où il passe. Merci à vous 5 merci à vous. Avec nous ce soir. Merci beaucoup.